matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, je suis très heureuse donc de recevoir le colonel Père de Jonc. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien colonel des troupes de marine, breveté de l'école de guerre, spécialiste de l'Asie, titulaire d'un doctorat de sciences politiques effectué au Vietnam, vice-président de la Chambre de commerce franco-malaisienne et directeur du Forum francophone des affaires. Et surtout, vous présentez ce livre, Poutine, Lord of War, le retour des boyards, aux éditions Mareuil. Un livre où vous présentez finalement le Poutine stratège que peu connaissent en France. On va revenir sur cette stratégie, puisque justement, elle est encore une fois en plein cœur de l'actualité avec ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis très heureuse que vous soyez là aujourd'hui pour pouvoir avoir votre analyse. Je rappelle un petit peu les faits. Dimanche dernier, nous apprenions par le New York Times que Joe Biden a donné l'autorisation de l'utilisation de missiles américains en territoire russe d'une portée de 300 km. Un article, et j'y suis revenu hier, vous rappelez, chers auditeurs, sur le sujet, un article relativement ambigu, puisque aucune citation directe d'ailleurs de Joe Biden n'a été faite, mais il est question de The Officials, les autorités ont donné l'autorisation. Il se trouve que dans la nuit de lundi à mardi, Moscou a accusé l'Ukraine d'avoir tiré 6 missiles américains, donc les fameux missiles, alors je vais le dire en français, ATA-CMS, de longue portée contre un site militaire de la région frontalière russe de Bryansk. Voilà, je cite, à 3h25, l'ennemi a frappé un site de la région de Bryansk avec des missiles tactiques, selon le communiqué du ministère de la Défense russe. Donc, cette annonce intervient justement peu après la signature par le président russe Vladimir Poutine d'un décret qui élargit les possibilités de recours à l'arme nucléaire, avec notamment, parmi les conditions justifiant l'utilisation d'armes nucléaires, le lancement de missiles balistiques contre la Russie. Alors, il y a eu deux réactions à cela, évidemment, Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov. Avant de vous donner la parole, colonel Père de Jonc, parce que je pense que ça peut être grave en fait ce qui se joue ou pas, parce que justement nous sommes en présence de personnes qui ont une stratégie au long terme, mais on va y revenir ensemble. En tout cas, deux réactions fortes, celle de Vladimir Poutine et celle de Sergueï Lavrov. Je vous propose d'abord d'écouter Vladimir Poutine. Non, pardon, Sergueï Lavrov, on va commencer. Convinced that the nuclear weapon is first and foremost a weapon to constrain any, prevent any nuclear war. If long-range missiles are going to be applied from Ukraine into Russian territory, it will also mean that they are operated by American experts, military experts. And we will be taking this as a qualitatively new phase of the Western war against Russia. Voilà, nous sommes convaincus que l'arme nucléaire est avant tout une arme de contrainte. Nous partons du principe que ces ATA-CMS ne peuvent pas être utilisés sans l'aide d'experts et d'instructeurs américains, notamment en ce qui concerne les données satellitaires, la programmation, le ciblage. Le président l'a mentionné à plusieurs reprises, si des missiles à longue portée sont tirés de l'Ukraine vers le territoire russe, cela signifie qu'ils sont utilisés par des experts militaires américains. Nous considérons cela comme une nouvelle phase qualitative de la guerre occidentale contre la Russie et nous réagirons en conséquence. Voilà, c'était Sergueï Lavrov en conférence de presse à la sortie du G20 hier. Écoutons maintenant Vladimir Poutine qui a été interviewé par Russia Adin. Только военнослужащие стран НАТО. Je vais traduire en instantané. Le deuxième point très important, le plus important même, est que les assignations de vol pour ces systèmes de missiles ne peuvent être saisies que par le personnel militaire de l'OTAN. Les militaires ukrainiens ne peuvent pas faire cela. Il ne s'agit donc pas d'autoriser ou de ne pas autoriser le régime ukrainien à frapper la Russie avec ses armes. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN participeront directement ou indirectement au conflit militaire. Si cette décision est prise, il ne s'agit rien d'autre qu'une participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des États européens à la guerre en Ukraine. Il s'agit donc de leur participation et cela, bien sûr, change considérablement l'essence même du conflit, la nature du conflit. Nous prendrons des réactions en fonction. Cela signifie que les pays de l'OTAN, les États-Unis et
les pays européens sont en guerre contre la Russie. Voilà donc les deux réactions qu'on a pu entendre hier après ces déclarations. Et évidemment, eh bien, je suis très très heureuse de pouvoir entendre une analyse éclairée sur ce qui se passe, colonel. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est large comme question, parce qu'on part du lancement de missiles au ciblage, etc. Revenons sur les dernières déclarations. En fait, le problème, c'est que les Occidentaux, et les Français particulièrement, en fait, on ne croit pas du tout aux menaces de Poutine. C'est rentré dans une espèce de, comment dire, de tendance générale en Occident pour dire en fait, qu'il dit que des bêtises. Mais malheureusement, il assimile ogive nucléaire, et je pense qu'on ne peut pas comment dire, on peut pas écarter la possibilité pour Poutine d'utiliser ces moyens, parce que si Poutine va vers une défaite, quelle qu'elle soit au niveau de sa défaite, il va les utiliser. Donc on voit bien que les Américains l'ont très bien compris. C'est pour ça que ce changement de portage est extrêmement bizarre. Je retiens deux chiffres. La guerre a commencé depuis 1000 jours déjà. Et on est à 60 jours. On est à 60 jours de la, comment dire, du changement de pouvoir. Donc on est dans une période très compliquée. Parce que rappelons-nous le discours de Vance, le futur vice-président américain, qui il y a une quinzaine de jours a clairement exprimer l'objectif américain, enfin, dès lors que Trump sera président, donc le 20 janvier, il a très clairement dit que l'objectif américain, c'était de cristalliser le front sur les positions tenues au moment du 20 janvier, par exemple, pour une date au hasard, 2, de créer une zone tampon, et 3, de neutraliser l'Ukraine, lui interdire de rentrer dans l'OTAN. Ce qui veut dire quoi ? C'est qu'entre maintenant et le 20 janvier, pour faire court, les Russes vont foncer pour avoir le maximum de terrain. On assiste d'ailleurs à une avancée assez rapide dans le Donbass. Et 2, les Ukrainiens vont se battre comme des loups pour pouvoir garder l'Ukraine face à la Russie, pour avoir des éléments, des points de négociation. C'est le cœur du problème aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une montée en pression. Après, ce qu'il faut, c'est savoir si les États-Unis, parce que c'est eux les maîtres dans le système, ils sont capables de contrôler, si vous voulez, les Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, leur intérêt à quoi ? C'est quoi ? C'est d'entraîner, évidemment, de nous entraîner, nous, dans un conflit, par la force des choses. Puis comme ça, Donc on voit bien qu'il faut que Poutine calme le jeu, entre guillemets, donc il avance pas trop, donc il est menacé par l'envoi de missiles ATACMS, ils sont extrêmement précis, ça coûte très cher, tout est ciblé, on parlait de ciblage tout à l'heure. Ils sont menacés parce que eux ils disent qu'ils ont été plus que menacés, là, ils parlent de frappe. Oui, il y a eu une frappe de 6 missiles sur un site. C'est qu'en fait, l'état-major américain, parce que bien évidemment, Poutine a raison, l'attaque MS, pourquoi ? Parce que le ciblage, c'est une opération extrêmement complexe. D'abord, il faut identifier l'ensemble des cibles. On sait qu'il y a entre 200 et 300 cibles dans la zone de la portée de l'engin, qui fait comme 300 km. Ce qui veut dire que un truc comme ça, vous allez le tirer près de la frontière. Donc, vous allez avoir une portée max, en gros, vers 200-250 km. Donc ça, il faut le cibler. Après, il faut avoir de l'information. Donc, il faut des moyens de renseignement, etc. Et ça, c'est pas les Ukrainiens qui l'ont, c'est les Américains. Donc, ça, il a raison. Très concrètement, les Américains envoient un message assez clair, assez ferme, en fait, à Poutine. Maintenant, je ne connais pas la suite. Vous savez, c'est le problème de l'escalade. Hein. On marche la première marche, puis après la deuxième, est-ce qu'on la monte, et la troisième, etc. Donc, c'est ça le sujet. Oui, mais votre sujet, justement, le sujet de votre livre, c'est d'abord de rappeler vous-même le temps long et de rappeler le fonctionnement et la stratégie de Vladimir Poutine depuis le début et sa manière d'opérer. Vous dites qu'il n'a pas peur de la guerre. D'ailleurs, il a mis en place une économie de guerre. Est-ce que lui, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, rappelons tout de même que donc Donald Trump a, lui, tout de suite annoncé les choses, annoncé la couleur. Il va chercher cette négociation sur la scène ukrainienne. Donc déjà, comment on peut comprendre ce qui vient de se passer et cette autorisation donnée par Joe Biden qui paraît vraiment comme une provocation faite d'abord de démocrates aux républicains, ou même, allons peut-être jusqu'à réfléchir, de l'État profond au reste des Américains et à la Russie ici. En tout cas, une provocation, ça c'est sûr, de dernière minute, on va dire, peut-être la dernière qui puisse être opérée avant que Donald Trump, justement, ne vienne, entre guillemets, régler le conflit. Déjà, première réaction là-dessus, comment vous réagissez cette autorisation, alors que ça fait très longtemps qu'elle a été demandée, hein. En fait, le problème, c'est qu'il y a deux éléments qui se mélangent. C'est les éléments internes à la politique des États-Unis, avec les suites de l'élection, qui a été, j'imagine, assez douloureuse. Ces suites ont été assez douloureuses pour Biden. Donc, il y a une espèce de... Je dis souvent, cette opération, c'est une opération post-mortem ou pré-mortem, que sais-je, politique. En fait, comme vous dites, c'est sa dernière décision. Donc, c'est une manière de calibrer le positionnement démocrate dans une guerre future, parce que cette guerre ne va pas s'arrêter. Vous savez, moi, je pense que la guerre en Ukraine s'est arrêtée
arrêté. Il n'y a plus de guerre en Ukraine depuis Bakhmout, depuis mai 2023. Mm. L'Ukraine aujourd'hui est en état de guerre. Une C'est guerre pas de la même position, chose. ouais. On n'est plus du tout, c'est pas la guerre, il se passe plus rien. Depuis mai 2023, il se passe rien du tout, il n'y a pas d'avancée de recul. Mais Donc, pourquoi? Parce qu'ils attendent finalement ce qui va se passer, ils attendaient de voir ce qui allait se passer au niveau des élections non, américaines. parce que Poutine, c'était un maître de guerre. Non, parce que c'est trop tôt. C'est un maître de guerre. Et donc, c'est comme il a intégré la guerre, comme une option. Il l'a fait en Tchétchénie, il l'a fait en Géorgie en 2008, il l'a fait en 2015, il l'a fait en Syrie, il le fait en Afrique, et là, il le fait en Ukraine depuis 2024. C'est une option. Donc, il joue la carte. C'est ça son sujet. Donc le problème, c'est que il est sur un modèle, il réfléchit, c'est un stratège, Oui. c'est offensif. Nous, on est toujours en réponse, nous, on est toujours en riposte. En réaction. Ben oui, en riposte. Donc en fait, on maîtrise pas. C'est pour ça qu'en même temps, Poutine non seulement intègre la guerre comme une option, mais en plus, c'est le maître du temps. C'est lui qui, en fait, coche les cases au fur et à mesure, qui décide de ce qu'il faut faire ou pas faire. Et le seul qui arrive aujourd'hui à contrecarrer, c'est Zelensky, parce que lui, il a le dos au mur, il est acculé dans un... Ouais. Donc il n'a pas d'autre possibilité. Donc c'est tout le sujet là. Et là, Poutine est très très fort. Et la seule chance qu'on ait, c'est qu'il a 72 ans. C'est l'option finale. C'est qu'il lui reste globalement 10 ans de bon, quoi. Donc aujourd'hui, on sait déjà qu'il est déjà dans une phase de transmission du pouvoir, contrairement à ce que tout le monde dit. Donc on voit bien qu'il maîtrise son sujet et c'est assez magistral. Parce que, encore une fois, moi, je ne suis pas un sensible de ça. Je me dis pas, l'Ukraine, la Russie, je suis un observateur, je suis un neutre. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le résultat, c'est quoi? C'est depuis 2005, il a mis en place une nouvelle politique qui oblige les Occidentaux à le prendre en compte, à le calculer, comme on dit maintenant. Avant, jusqu'en 2005, on lui promettait que les pays d'Europe de l'Est, l'Ukraine, etc., la Géorgie ne rentreraient pas dans l'OTAN, ou en tout cas dans l'UE ou dans l'OTAN, en tout cas ni l'un ni l'autre. On voit que les Américains faisaient comme ils voulaient. Donc ils ont dit non, l'OTAN. Rappelons-nous, au moment de la chute du mur, en 91, les premiers pays qui rentrent dans l'OTAN, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, rentrent à 99 déjà. Oui. Donc en 8 ans, l'affaire est bâchée. Donc il avait compris ça. Oui, vous vous rappelez d'ailleurs, vous revenez jusqu'à ces temps-là, et vous dites que c'est même sa mémoire, c'est construite à partir de là, enfin même sa stratégie, sa volonté Mais il a de compris, reconstruire la Russie. il l'a dit dans une interview avec comment il s'appelle déjà? Tucker Carlson. Oui, absolument, et c'était fascinant. Oui. En février, parce qu'il répondait aux questions qu'il se posait lui-même. Donc lui, il était décidé à communiquer, il faisait de la communication. Et il dit, entre guillemets, on s'est fait enfler, quoi. On s'est fait balader, etc. Donc 2005, il commence à l'émettre, parce qu'il dit oui, en fait, c'est la phrase incroyable qui dit, en fait, le pire moment stratégique ou géopolitique du XXe siècle, c'est la chute de l'URSS. Bon, pourquoi pas, mais le deuxième parti, en 2007, à Munich, très très clairement, il dit aux Américains, c'est fini. Et à partir de là, tout se ferme. Et qu'est-ce qu'il fait, Poutine? Et là, il est très fort. C'est là qu'il est fort. C'est qu'en fait, il développe une stratégie mondiale. Il se rapproche de la Chine et de Pékin. Et aujourd'hui, on peut considérer que le rapprochement entre Moscou et Pékin est déterminant, si vous voulez, pour la marche du monde. C'est le grand changement géopolitique de ces dernières années et qui va impacter notre système pour de nombreuses années. Pourquoi? Parce que les Américains ont une stratégie ou une problématique en mer de Chine, en tout cas en Orient. Et on voit que c'est très fort. Et ça, Poutine est le maître de tout ça. Et c'est lui qui l'a conçu, il faut le savoir. Oui, mais exactement. Et ça, c'est très intéressant parce que vous expliquez comment il a reconstruit la Russie, mais à partir d'une stratégie nouvelle de compréhension du temps long, ce qui n'est absolument pas notre cas aujourd'hui. Et justement, pour revenir à cette actualité extrêmement brûlante, parce qu'elle pourrait... là, d'après ce qu'on entend, si on suit des faits, les paroles de Vladimir Poutine et du ministère des Affaires étrangères, eh bien, on peut considérer qu'on peut entrer dans la Troisième Guerre mondiale, parce que clairement, il explique que là, c'est la question avec ces missiles de longue durée, de longue portée, c'est de savoir si l'OTAN, les Américains et les pays de l'Europe rentrent directement, frontalement dans la guerre. Alors le problème, c'est de quoi parle-t-on? Le nucléaire, il y a deux mondes dans le nucléaire. Il y a le monde du nucléaire tactique. Donc je dis bien tactique, donc c'est-à-dire que dans la doctrine d'emploi du matériel russe, l'emploi du matériel du nucléaire tactique est possible. C'est une arme d'emploi. En Europe, ça fait longtemps, enfin dans le monde entier, ça n'existe pas, sauf en Russie. Donc on peut utiliser ce matériel de courte portée, dans 0,500 km, pour tirer sur les cibles militaires. Rappelons-nous, Hiroshima, Nagasaki, c'est 15 kilotonnes et 25 kilotonnes. Tout le monde connaît les images du désastre. Il faut savoir que les bombes tactiques, elles peuvent faire 1 kilotonne.
c'est qu'en fait, elles ont un effet extrêmement limité sur une centaine. C'est une grosse bombe. Faut pas confondre. C'est pour ça que, encore une fois, je pense que si tirer une bombe tactique, il y aurait des dégâts, parce que c'est pour être utilisé contre des militaires, contre des rassemblements blindés, contre des états-majors, contre des plots logistiques. C'est pas du tout destiné pour tirer sur des villes. Oui. Le deuxième monde du nucléaire, c'est le stratégique. Oui. Donc vous savez qu'entre les deux, il y a des accords avec les Américains, le FNI. Donc en fait, il y a plus de missiles intermédiaires, comme on dit, d'accord. Donc jusqu'à 5000 km, mais à partir de 5000 km et au-dessus, on est dans le stratégique. Et là, les Russes sont dominants. Ils ont développé leur technologie depuis toujours, donc ils ont de l'hypervélocité, etc. Ils ont un nombre de missiles absolument incroyable, donc ils sont puissants. Donc que fait Poutine là ? Là, il annonce la couleur. Oui. Concrètement, si vous continuez, il va se passer des choses, mais c'est pas stratégique. Il va pas tirer sur une ville, c'est pas le sujet, parce qu'il prend 2 missiles sur la tête, ça change rien. Au passage, les 6 missiles qu'il a reçus sur la tête il y a quelques jours, ça change rien du tout à la guerre. Les 60 jours 5 ont d'ailleurs été interceptés. Oui. Non, ils ont été tapés, ils sont tombés, les missiles. Là, ils disent peut-être une partie d'interceptés. En même temps, c'est de la com russe. Eux disent, la com russe dit, mais bien sûr, je répète que c'est la com, assure que 5 missiles ont été détruits. Et un autre a endommagé la défense. Quand on voit les images, parce que ça a été filmé, donc bref. Ça, c'est pas très grave, parce qu'on est dans le déclaratoire. Oui, c'est pourquoi ? Parce que là, c'est de la grande politique. Ce que je veux dire, c'est de la politique, c'est les rapports de force. Et vous voyez bien que Poutine ne parle pas aux Ukrainiens. Il parle aux Américains. Oui. Depuis le début de la guerre, d'ailleurs, il parle aux Américains. Et les Américains... parce qu'il a compris que c'était les Américains qui étaient derrière. Oui, mais Trump a dit, de toute façon, moi, je ne parlerai pas à Zelensky, je vais parler avec Poutine. Je ne sais pas comment merder à passer par Zelensky, qui ne m'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est travailler de chef à chef. Parce que l'équilibre des forces dans le monde se définit à partir des forces que vous avez. Et évidemment, il y a le seul élément d'équilibre qu'il y a aujourd'hui, même les Chinois ne sont pas dans la boucle. Donc on voit bien que c'est la Russie avec les 6000 ogives et les 6000 ogives des Américains. C'est là que ça se passe. Et Trump est assez puissant, parce que lui, il dit, c'est comme ça qu'il va aller vite. Il va prendre le téléphone, il va appeler Vlad, il dit, Vlad, j'arrive à Moscou, paye-moi une bière. Enfin, je suis un peu rapide. Mais évidemment, c'est comme ça qu'il va faire. Oui. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que Poutine ne répond pas. Moi, je vois assiste à beaucoup de déclarations des républicains et de Trump, mais il n'y a pas eu de réponse directe, aux phrases, ou en tout cas à ce qu'a pu dire Trump dans les dernières semaines. C'est assez incroyable. Ça veut dire que Poutine ne répond pas à Trump ? Non, il laisse venir. Genre, on attend. Dernier point qui est très important, sur la riposte potentielle, c'est la menace que vient de faire Poutine, c'est la notion, si vous voulez, d'intérêt vital ou d'intérêts vitaux. Oui. Et donc c'est très important. Le problème, on ne peut pas les définir, on ne sait pas où ils se situent. Et là, dans le papier qui vient de sortir, ils ont intégré le fait de recevoir des missiles sur la tête comme des intérêts vitaux. Donc ils se donnent le droit de se défendre. Oui. Le problème, si ça continue, il va être obligé de tirer un missile nucléaire tactique. Parce que sinon, il va décrédibiliser sa parole, parce que là, c'est lui qui parle. Jusqu'à présent, c'était Lavrov, qui parlait, c'est lui qui parle. Donc il va décrédibiliser sa parole, et ça, c'est important, et c'est pour ça que c'est une étape, je dirais, psychologique, qui n'est pas une attaque militaire, une étape psychologique qui est extrêmement importante, et c'est pour ça que je me dis que soit Biden, au fond de son bureau ovale, il dit on envoie une deuxième rafale, ou bien il arrête parce qu'il va avoir compris le message, et ça, je ne connais pas la suite de l'histoire. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est très grave, parce qu'en effet, vous le dites, il annonce la couleur en disant voilà ce qu'on a derrière nous, pour se défendre. Et puisqu'il a dit, on a entendu dans ces deux réactions, que désormais on a bien compris que derrière, ce sont les Américains, les pays européens et l'OTAN qui est derrière, puisque ces missiles ne peuvent pas être tirés autrement. Ils ont besoin de l'expertise de l'OTAN, de ces pays-là. Donc, ça veut dire que la guerre est engagée. S'il doit riposter une prochaine fois, il doit riposter contre nous. Alors ça, c'est l'étape suivante. Là, vous allez trop vite. Non, mais je suis sa logique. Non, la première c'est ce qu'il dit là dans sa logique. Il dit, il dit, les Américains, l'OTAN, la France, l'Europe est engagée. Ce qui veut dire qu'en fait, ça, c'est une déclaration de guerre. En fait, on n'est pas sur la technique militaire avec des missiles. Là, on est sur une déclaration de guerre. Mais c'est ce que vous avez entendu, non? Oui, bien sûr, c'est une déclaration de guerre. Mais en même temps, il ne déclare pas la guerre. Non, il dit si. Si, voilà. Parce que Poutine, il y a toujours différentes entrées. C'est pour ça que c'est le maître des horloges. Il maîtrise parfaitement la sémantique. Il sait exactement ce qu'il dit, il sait exactement où il va. Et il sait de toute façon, il faut qu'il tienne 60 jours.
Oui. Il n'a pas besoin de plus. Trump va arriver le 20 et Donald va appeler Vlad. Donc ça, donc il sait très bien qu'il doit tenir. Donc il va mettre en place un discours politique qui va être reçu par nous, sachant que dans sa stratégie mondiale dont je parlais tout à l'heure, il a réussi à nous isoler, puisqu'en fait, par les BRICS, donc par le Sud global, comme on dit, il a réussi à isoler, je dirais, un Occident collectif que nous sommes, en considérant que nous sommes vraiment dégénérés. Enfin, j'en parle déjà pas, c'est des meilleurs discours sur les valeurs. Donc encore une fois, le problème, c'est que quand Poutine parle, c'est pas seulement Poutine, c'est que derrière Poutine, vous avez l'ensemble du Sud global, vous avez la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, c'est les alliés principaux, mais derrière, vous avez un ensemble qui est plutôt favorable. Moi, je rentre d'Afrique, je suis rentré d'Afrique avant-hier, le discours des Africains, c'est votre guerre européenne, vous la gardez. Les Russes sont nos alliés parce qu'on on a des céréales, ils nous donnent des armes, ils sont présents, ils nous aident. On a vu au sommet des BRICS. Hein. Et bien sûr. Et donc le problème, nous, Européens, on peut dire oui, Poutine, c'est une brute, etc. Mais peut-être, mais il est l'expression visible d'un environnement sud-global qui nous observe, nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, et sa force, qu'il a réussi à nous isoler. Nous, on croit qu'on domine. Mais vous savez, le premier vote aux Nations Unies en mars 2022, 35 pays votent contre, et dont 16 États africains. Et nous, on dit, mais ah bon, comment ça se fait? Ben oui, c'est comme ça maintenant le monde. Donc, évidemment, chacun joue sa carte. Et ça, c'est le point fort. C'est nous qui sommes devenus isolés. C'est pour ça que la période est extrêmement compliquée et que les Américains, dans leur stratégie isolationniste, on va se retrouver, nous, Européens, en train de gérer, comment dire, les fonds de tiroir et puis le service après-vente en Ukraine. Parce qu'il faudra bien assurer la garantie potentielle de l'Ukraine. Donc, une fois que le front sera stabilisé et que les Américains ont dit ils ne rentrent pas dans l'OTAN, on fait quoi? Donc, évidemment, est-ce que l'Europe va rentrer en Ukraine pour protéger l'Ukraine? À mon avis, je ne vois pas autre chose. Donc, c'est nous, Européens, qui non seulement allons protéger l'Ukraine en envoyant des troupes, parce qu'on va être obligés, parce qu'il n'y aura plus de combat, il y aura un front chaud, mais il n'y aura plus de combat. Et deux, surtout, à financer. Quand on voit l'état des finances, l'état budgétaire de la France et de l'ensemble de l'Europe, vous pensez qu'on va dépenser 300 milliards par an pour refinancer l'Ukraine? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc on voit que, quelque part, les problématiques sont énormes. C'est-à-dire que les conséquences de cette guerre, de moyen terme, c'est absolument colossal. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, parce qu'on s'est engagé par la parole, on s'est dit, fait au nom du droit. Mais est-ce que le droit gagne des guerres? Mais non, c'est les canons. On s'est engagé en étant lié par l'OTAN, finalement, même. Ouais, non, je pense que... Vous pensez aux accords de Minsk? Oui, non, on s'est engagé. Enfin, Macron s'est engagé en parlant de troupes au sol, on était quasiment les seuls à le faire. Les accords de Minsk, c'est l'erreur de Zelensky. C'est que là, dans les accords de Minsk, il y avait une porte qui est très intéressante. C'était en fait d'ouvrir la porte vers la possibilité pour le Donbass éventuellement de devenir autonome à partir d'un référendum, etc., etc. Parce qu'il y en a eu en 91 où les gens du Donbass ont choisi l'Ukraine. Mais pourquoi ils ont choisi en 91 l'Ukraine? Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, Moscou, c'est la chute du mur, les gens ils veulent pas aller à l'est, tout le monde voulait aller à l'ouest. Donc ils ont dit c'est l'occasion jamais d'y aller. Donc là, Minsk permettait de réfléchir à tout ça. D'autant qu'il y a eu un, je suis pas trop long peut-être. Non. D'autant qu'il y a eu un élément très important, c'est le Kosovo en 98-99, où le Kosovo a été détaché de la Serbie. Au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc Poutine, il dit, mais attendez, so what? Moi, j'ai pas le droit d'avoir mes peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc tous mes russophones à gauche, à droite. Et c'est ça l'argument de Poutine final. Pourquoi au Kosovo, la communauté internationale a accepté, encore pas tous, hein, on s'en fout. C'est surtout, encore une fois, les pays du Sud, les pays européens, enfin les pays de l'Occident, de toute façon. Et les Américains. Oui, l'Occident collectif, c'est toujours la même chose. Donc le problème, pourquoi eux, ils ont le droit de s'autonomiser et nous, nos russophones n'ont pas le droit. D'autant que Zelensky fait beaucoup d'erreurs, puisqu'en fait, il était dans une politique d'ukrainisation intensive du Donbass, où c'était des russophones. Imposition de la langue, interdiction d'avoir le russe dans les écoles, etc. etc. Évidemment, on peut remonter dans l'histoire. Donc finalement, vous qui parlez dans votre livre justement d'un Poutine maître des horloges, et surtout qui a pensé cette option militaire depuis le début, qui a d'ailleurs été, vous racontez très bien comment nous sommes complètement à la remorque maintenant par rapport à ces nouvelles stratégies militaires, notamment celle des milices privées. Tout ça, il l'a développé, ils sont prêts, ils ont l'économie pour. Et aujourd'hui, il reste 60 jours en gros pour éviter le pire, parce que nous sommes face à un pays qui est prêt à déclencher l'option d'une certaine façon, même s'ils n'ont pas forcément la volonté. C'est déclaratoire, on n'est pas encore dedans. Vous savez, il y a toujours des sous-étapes. Hein. Bien sûr. Il y a le numéro 1, article 1, article 11, 12, 13, après le numéro 2, 21, 22. Donc on n'en est pas là. Simplement, vous venez sur les sociétés militaires privées, c'est très intéressant. C'est là qu'on voit que Poutine est extrêmement adroit dans le système. Pourquoi? Parce qu'il a créé une guerre en la privatisant.
Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il a économisé ses moyens. Pourquoi? C'est pas des conscrits qui montent au Il a combat. fait tourner ses troupes et ses. Surtout, il les paye, c'est oui, des professionnels, les après, gens, ils s'engagent. Alors, c'est pas les gens très capés, c'est les gens les plus pauvres, c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens des régions les plus éloignées, mais il les paye très cher. Les morts, les familles reçoivent de mémoire 50 000 $ par famille dès lors que vous avez un décès dans votre famille. Donc, si vous voulez, il fait vachement attention à ça. Donc, ça, c'est une protection qu'il a. Donc, l'économie des moyens, sachant que, encore une fois, dans la guerre, vous avez 3 principes de la guerre. Le premier, c'est l'économie des moyens, c'est ce que fait très très bien Poutine, indéniablement. D'ailleurs, il le fait tellement bien, c'est qu'il l'a somatisé en appelant ça non pas une guerre, mais une opération militaire spéciale. C'est remarquable, parce que, encore une fois, c'est comme ça qu'elle sera retenue. De l'autre côté, le deuxième principe, c'est quoi? Constatation des moyens. Alors, il ne l'a pas fait en 2022, c'est sûr, mais les Ukrainiens ne l'ont pas fait non plus. Quand la contre-offensive se lance en juin 2023, sur 3 directions, ils se font nettoyer, ils se font digérer par l'armée russe. Et le troisième point, c'est la liberté d'action. C'est moi qui déclenche, donc le secret. Je déclenche le moment où on dirait que les Ukrainiens parlent trop, ils parlent toute la journée. Donc ils sont trop communicants, trop bavards quelque part. Ben, ils le payent très cher. Les Russes, vous savez rien, les Russes ne communiquent jamais. La communication, elle est parfaitement calibrée. Lavrov, Peskov, qui est le porte-parole, et Poutine. Et puis et quand il veut dire une grosse bêtise, un gros truc, il envoie le tocsin du coin, j'exagère. Il a tout un système de communication, mais complètement externe à lui. Donc c'est vachement travaillé, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, là, c'était très intéressant, parce que quand on entendait le discours de Vladimir Poutine, enfin la réaction de Vladimir Poutine par ce journaliste, et puis celle de Lavrov, on voit que le système de pensée est le même. Ils se sont mis d'accord sur la réponse. C'est calibré, comme on dit. C'est calibré parce que, comme vous le dites, c'est extrêmement, aujourd'hui on dirait touchy, c'est extrêmement sensible. Là. On est quand même au bord. Je pense qu'en effet le maître des horloges et de la guerre va souhaiter tempérer, mais malgré tout on est au bord de quelque chose, on joue avec ce feu-là. Surtout qu'il y a 2 fronts. Là on parle que de l'Ukraine parce que c'est le front le plus visible, mais on oublie le front africain. Parce que depuis 2016, 2017, 2018... Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Oui, pourquoi? Parce que pour nous, Français, pour nous, Européens, c'est une manière de contourner et l'OTAN et la France, qui est devenue une cible. Puisqu'on voit bien que les États africains, aujourd'hui, considèrent qu'ils doivent impérativement... Alors, je ménage la chèvre le chou, mais les Africains francophones considèrent qu'on doit repenser impérativement les accords, en tout cas le mode de relation qu'ils ont avec la France. Donc on voit bien qu'on est une période compliquée et la place se libère et dans cette place s'installe l'ours russe. C'est tout le problème est là, donc on ne le voit pas venir. Alors on parle que de l'Ukraine, qui est une partie très chaude, très visible, mais il y a une partie souterraine qui est extrêmement compliquée. Une autre guerre stratégique qui a été gagnée et dont on parle moins. Oui, d'autant que je peux vous dire, je suis en Afrique il n'y a pas très longtemps, j'y suis régulièrement, moi, une dizaine de fois par an. Le problème aujourd'hui, il facilite, en tout cas il favorise la montée des migrants par la Libye, puisqu'il contrôle le port de Tobrouk. Donc il y a tout un système ils savent que ça nous déstabilise. C'est juste incroyable. Donc, une guerre de déstabilisation. Ouais. Et donc vous avez un truc de dingue. Qui a pensé à ça en France? Personne n'y pense. On dit ouais, mais les Russes c'est tous des cons. Mais évidemment que non. Il y a des vraies logiques, des vraies stratégies. Oui. Vous savez, le problème c'est je me rappelle les débuts de la guerre. Je rappelle juste pour nos auditeurs, justement, quand on a commencé à entendre ces milices privées s'installer, notamment Wagner, évidemment la plus connue en Afrique, la réaction européenne, française notamment, c'est de dire ah mais c'est des affreuses milices privées, ils s'installent, ils prennent notre place, ils dénigrent la France. Mais les Africains les ont accueillis. Donc c'est bien qu'il y avait quelque chose qui s'était passé vis-à-vis de la France avant. Et ça, c'est une question qu'on ne s'est pas posée, en effet. C'est exactement ça. En plus, les Russes répondent à 2 critères. Un, le critère du déni plausible. C'est qu'en fait, avec une espèce de brouillard, donc on ne sait pas très bien où ils sont, ce qu'ils font. Le deuxième, l'empreinte minimum. Ce que nous, Français, on n'a pas réussi à mettre en place. On a gardé des régiments, des bataillons. J'ai rien contre, bien évidemment, j'en fais partie. Mais encore une fois, l'Afrique, au nom de sa souveraineté et de la montée de la jeunesse africaine, panafricaine, je veux dire, elle refuse totalement maintenant d'avoir des troupes visibles avec un drapeau. Ouais. Maintenant, vous mettez une milice, vous mettez un Wagner, ça passe. Pourquoi? Il n'y a pas de drapeau russe, il n'y a rien. Les gars ne les voient pas et ils sont impliqués dans les combats. Donc, si vous voulez, la réforme qu'a fait l'État russe dans sa manière de faire la guerre, elle modifie fondamentalement les choses. Et encore une fois, je trouve qu'il y a une très grande adresse. Et moi, je pense que les Européens, on va le payer relativement cher. Parce qu'on l'a pas anticipé. Et on voit bien qu'en Afrique, aujourd'hui, on est un peu cul par-dessus tête. Est-ce que vous pensez, pour conclure, colonel, que la France va pouvoir malgré tout aujourd'hui réussir à tirer son épingle du jeu si elle le voulait? Non, justement, vous avez parlé de l'Afrique, et vous le développez beaucoup, ce sujet. Vous parlez même de Poutine l'Africain dans votre livre. Et puis, ce qui se passe au niveau de la scène ukrainienne. Est-ce que,
avec ce raz-de-marée qui est l'élection de Donald Trump et tout ce que ça va entraîner au niveau international, est-ce que vous pensez que la France peut tirer son épingle du jeu pouvait si elle le voulait? Alors malheureusement, je pense qu'on a été trop loin avec les Russes. Et donc, je pense que les Russes, maintenant... Les Russes aiment bien les Français, vous savez, c'est une vieille tradition. Moi, je connais beaucoup de Russes, et ils sont plutôt proches de nous. Le problème, c'est qu'on a mis la barre un peu haut. Donc, je dis, les Russes, on est un motif, en fait, pas seulement d'agacement, mais de dépit. Vous voyez ce que je veux dire? On a beaucoup déçu les Russes. En fait, on aurait dû garder le positionnement qu'avait Macron au début du conflit, en disant, on garde des portes ouvertes. Et malheureusement, cette amitié naissante entre Macron et Poutine s'est écrasée sur une table de 8 mètres de long pendant 5 heures en février 2022. Rappelez-vous, c'était incroyable. Oui. Et donc c'est vrai que le symbole était tellement fort. Et malheureusement, je pense que, si vous voulez, on a exprimé de la faiblesse. En fait, Macron, enfin moi c'est ce que je pense, la France aurait dû rester ce qu'elle a toujours été, avec une politique autonome. Indépendante, oui. Et oui, mais le problème, c'est que l'entrée dans l'OTAN, merci l'entrée dans l'OTAN, merci Sarkozy qui nous a fait rentrer dans l'OTAN, qui était à mon avis un truc parfaitement inutile. C'était un truc pour faire joli, et aujourd'hui, on va le payer. Vous savez que si on avait été dans l'OTAN au moment de 2003, on aurait été en Irak. Oui, tout à fait. Ça, on se rappelle du discours de Dominique de Villepin. Exactement, c'est absolument incroyable. Et là, on va le payer. Donc, votre question, elle est liée à ça. On est lié à l'OTAN, donc il y aura une répartition des rôles, etc. Et évidemment, donc, quand je dis si la France voulait, peut-être si la France voulait récupérer sa place, donc si la France voulait quitter l'OTAN, par exemple. Vous savez, faut pas rêver. Est-ce qu'on en a réellement on en a ni les moyens, personne ne l'a jamais exprimé. Aujourd'hui, moi, je vois pas le président Macron aujourd'hui en train de modifier cette logique, une logique multilatérale. Il est très multilatéral, avec l'Europe et avec l'OTAN. Donc, il est dans un environnement qui lui plaît, parce que ça le positionne, etc. Puis la France est une grande armée, on a du nucléaire, donc on peut un peu exister, mais bien évidemment, ne rêvons pas. Dans un cadre militaire ou dans un cadre stratégique, d'ailleurs, vous avez les Américains, les chefs. Je connais pas d'autres solutions. Eh bien, c'est peu porteur d'espoir pour la France. En tout cas, colonel Père de Jong, en tout cas, c'est important de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé en sous-main aussi. Et c'est l'objet de ce livre, Poutine, Lord of War. Je vous montre ici tout de suite la couverture. Vous pouvez le trouver aux éditions Mareuil, un livre particulièrement d'actualité quand on voit ce qui se joue stratégiquement et d'ailleurs au niveau des communications importantes entre les pays et de ces tensions géopolitiques. Merci encore, colonel Père de Jong. Et puis,